ce mercredi 14 janvier 2015. Faire savoir reçoit Monsieur Blaise Louembe, ministre de la Jeunesse et des Sports. Faire savoir, c'est tous les 15 jours à 21 h sur Gabon Télévision, avec le soutien de Média Plus Port-Gentil. Faire savoir pour la communication gouvernementale. L'aventure a démarré en 2014. En 2015, elle se poursuit. Nous aurions aimé débuter ce premier numéro de l'année en évoquant avec vous et pour vous le climat social qui prévaut actuellement dans notre pays, en ligne de mire le dialogue social à travers notamment la commission ad hoc tripartite, gouvernement, syndicats et patronat, commission ad hoc instruite par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le 17 novembre dernier, en entendant l'aboutissement des travaux d'Angonje, les assises d'Angonje. Nous avons choisi de faire de ce numéro un numéro consacré à la jeunesse et au sport. L'année 2014, vous le savez, a été marquée par le sport d'élite, par le truchement des noms comme Pierre-Emerick Aubameyang, Ibrahim Dong, pour ne citer que ces deux noms dans le domaine du football, Robert Géraldine, Stéphane Lasme, basketball, Taylor Mabika, boxe, Rudy Zang Milama, athlétisme, Anthony Obam, champion du monde des plus de 87 kilos en taekwondo. Autant de noms qui font rayonner l'image du Gabon à l'international. Occasion pour nous de nous interroger finalement sur l'essor du sport au Gabon. Question, quelle est la place de la jeunesse au sein du plan stratégique Gabon émergent? Autant de points qui vont rythmer ce schéma tactique de ce 5e numéro de votre émission, notre émission Faire Savoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et nos chaînes partenaires, à l'instar de Média Plus Port-Gentil. Bienvenue à tous. Notre invité, vous l'aurez compris, est Blaise Louembe. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci. Installez-vous, s'il vous plaît. Blaise Louembe, merci d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Vous avez, je suppose, l'habitude de regarder cette émission, Faire Savoir. Tout à fait. Vous connaissez donc le principe de l'émission. Des journalistes vont se succéder ici pour vous poser un certain nombre de questions auxquelles vous répondrez. Il y aura également des questions du public à travers notre page Facebook. Tapez Faire Savoir et par SMS, uniquement par SMS, au 02 75 75 75. Je rappelle que cette émission est en direct. Blaise Louembe, nous avons interrogé, avant de rentrer de plein pied dans cette émission, nous avons interrogé des compatriotes, plusieurs personnes en guise de micro-trottoir dans la rue pour leur demander quelles sont les attentes des jeunes, notamment en ce qui concerne cette catégorie de la population. Nous les écoutons et nous démarrons la première série des questions. Nous remarquons qu'avant, on avait plus de vieux. Maintenant, aujourd'hui, il y a plus de jeunes sur le terrain. Maintenant, dans d'autres domaines, dans le domaine politique aussi, on voit qu'il y a des jeunes qui sont en train de s'imprégner. Bon, le Gabon a cette culture de ne pas préparer la relève. Actuellement, je peux dire que la politique du gouvernement pour les jeunes, elle est plus spectacle. Si nous allons sur le terrain et vivre le concret, Monsieur le ministre sait exactement ce que les jeunes attendent de lui. Regardez où est-ce que nous nous entraînons. Vous voyez que c'est un stade nu, c'est un stade qui ne répond à aucune norme internationale. Et là, avec cette catégorie, j'ai 3 catégories. Donc vous voyez que c'est déjà pas assez intéressant. Et comment est-ce que vous voulez que les gens, ou bien les jeunes joueurs puissent apporter donner le meilleur d'eux-mêmes ou bien encore être performants?
nous espérons avec la nouvelle équipe fédérale, donc incarnée par le président Pierre-Alain Mungengui, qu'il va s'atteler pour pouvoir mettre en place une politique de gestion, une politique de formation pour les jeunes. Demander au gouvernement d'investir dans chaque arrondissement, au moins de lui mettre un stade adéquat. On ne demande pas les tribunes, mais juste un espace vert où on peut pratiquer du football et avec le football d'autres sports, notamment le basket, le handball. Nous avons la chance, par exemple, à l'école d'avoir un terrain de basket qui fait aussi office de terrain de hand. Vous avez là-bas une équipe junior de handball. Donc l'idéal, ce serait déjà que le gouvernement puisse mettre à disposition des différents arrondissements un stade, des espaces verts pour que nous puissions pratiquer notre passion. Monsieur le ministre, ce que nous aimerons que vous fassiez, c'est déjà suivre les jeunes. L'éducation au Gabon, l'éducation l'éducation en baisse. Les jeunes savent maintenant acheter les professeurs pour avoir des moyennes. Les jeunes ne font plus d'efforts. Nous, les étudiants, on aimerait bien qu'au sortir, il y ait des formations, qu'on ait un accès facile au travail. Il y a des gens qui sont dans les bureaux qui ne font rien. Nous qui avons les formations requises pour ces postes, on n'arrive pas. Au lieu de parler, monsieur le ministre, agissez. Soyez sur le terrain. Monsieur le ministre, vous venez de suivre avec nous ces réactions sur les attentes de la jeunesse. Et pour évoquer justement la jeunesse, vous avez constaté également que Ruth Mignolet et Jacques Fourier Mangumba Maloulou nous ont rejoints. Peut-être une première réaction avant la première série des questions. Simplement dire qu'il y a du vrai, il y a du faux, il y a des choses mal restituées ou peut-être mal expliquées de notre part. Bon, nous allons essayer de rectifier le tir et rétablir la vérité. Et c'est pour ça que nous sommes là. Jacques Fourier. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, au Gabon, il existe un Conseil national de la jeunesse et vous êtes le premier responsable de cette frange de la population gabonaise. Quelle est votre implication en termes de suivi et d'encadrement de ces jeunes dans leurs différentes leurs activités, je veux dire? Déjà, mon implication compte peu, c'est l'implication du chef de l'État. Le chef de l'État, en arrivant au pouvoir, il a réuni un forum national de la jeunesse. Au cours de ce forum, les jeunes se sont réunis et ont exprimé plusieurs sentiments, plusieurs idées, dont la plus importante était d'avoir leur propre ministère. Le chef de l'État donc a répondu favorablement à la jeunesse. Une première partie de ces problèmes sont en train d'être mis en exergue et je crois que nous sommes donc sur la bonne voie. Nous avons, sur l'instruction du chef de l'État, essayé de mettre à jour notre cadre législatif et réglementaire. Nous allons instaurer une nouvelle loi sur la jeunesse. Cette loi va permettre de donner un véritable cadre de réflexion, structurer un véritable cadre de réflexion à notre jeunesse. Et dans ce sens, nous allons avoir un véritable Conseil national de la jeunesse aux normes internationales. Peut-être nous donner les grandes lignes de cette loi? Alors, cette loi qui est sur la table du gouvernement pour le moment et qui va être très bientôt envoyée aux chambres du Parlement pour adoption, vise à donner à la jeunesse un véritable pouvoir de proposition au gouvernement. Comment ça va se passer? Il va se passer qu'aujourd'hui, au Conseil de la jeunesse, bon an, mal an, il est fait par des petits copains qui peuvent se constituer en association et puis se retrouvent président de l'association des jeunes, Conseil national de la jeunesse. C'est désormais plus possible. On va faire des élections par département. Dans chaque département, toutes les associations régulièrement constituées vont pouvoir proposer un bureau. Ce bureau provincial va être constitué, ce bureau départemental va se mouvoir en bureau provincial. Et toutes les provinces, tous les élus de toutes les provinces vont se retrouver pour pouvoir cette fois-ci élire poste par poste une vingtaine de membres qui sera constitué le comité directeur du Conseil national de la jeunesse. Ce seront des élections de tous bords, toutes les classes sociales, que ce soit des jeunes, les handicapés, les laissés pour compte, les scolaires, les universitaires, les chômeurs. Dès lors qu'ils ont moins de 35 ans, ils répondent aux critères et sont constitués en association. Ils peuvent donc pouvoir
donner un avis. Une fois que ce conseil est constitué, il va pouvoir s'organiser comme un petit gouvernement. Comparaison n'est pas raison. Ce sera, si on peut le dire, un petit conseil économique et social qui va donner des avis. Ce que pense la jeunesse. Nous n'inventons pas la roue, ça se passe dans d'autres pays et l'Union africaine l'a proposé à tous les États, notre État était d'accord, eh bien, il est grand temps que nous migrons vers cette volonté de donner à notre jeunesse une volonté de pouvoir définir ses propres besoins gouvernants et suivre les décisions des politiques publiques qui seront implémentées par les gouvernants pour savoir si la jeunesse tire son compte dans toutes les décisions qui seront prises par les gouvernants. C'est une révolution fondamentale et elle est en cours d'être implémentée. Pour la petite histoire, nous avons déjà mis un conseil provisoire de la jeunesse qui va donc accompagner le mouvement jusqu'à la nouvelle loi et ensuite on va pouvoir instituer le nouveau conseil de la jeunesse avec sur tout le pays. À ce niveau, quel est le travail qui est véritablement déjà fait sur le terrain? Sur le terrain, c'est d'abord le cadre législatif et réglementaire. La loi, elle est écrite. Ce n'était pas chose facile. Il fallait faire un tour d'horizon de tous les pays. Il fallait consulter les plus grands juristes pour voir si nous ne faisions pas des impairs et adapter ces positions internationales à nos propres cultures, à nos propres comportements gabonais. Et c'est ce qui a été fait. Le cadre est prêt. Et bien, très vite, ça va se passer. Maintenant, comment vont se réunir ces jeunes? Eh bien, le chef de l'État a donné des instructions très fermes. Je crois que ça va être le 20 de ce mois, nous allons inaugurer le nouveau centre national de la jeunesse, le provisoire. Êtes-vous vraiment proche des jeunes? Écoutez, posez-leur la question. Je crois que tout à l'heure, l'un des intervenants l'a bien dit. Le ministre sait ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que je suis au courant de leurs problèmes. Pour le faire, j'ai eu l'accord du chef de l'État qui a nommé au cabinet du ministre en charge de la jeunesse un membre très influent du Conseil panafricain de la jeunesse. Depuis votre arrivée à la tête de ce département ministériel, est-ce que vous avez eu des discussions avec les associations, avec des ONG? Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que ces associations-là, ces ONG, vous parlent de leurs problèmes, ce qu'elles vivent au quotidien? Énormément. J'ai consulté. Qu'est-ce qu'on retient principalement? On retient que la jeunesse a besoin de parler. La jeunesse a d'énormes idées. La jeunesse, contrairement à ce que l'on pense, elle est mature. Et on a besoin de l'écouter. Elle a besoin de se faire entendre. Et il est grand temps qu'on donne à cette jeunesse une véritable place dans le concert des nations, une véritable place pour pouvoir exprimer leurs sentiments. Et Dieu seul sait, on gagnerait beaucoup de temps. Alors après avoir évoqué la question de la gestion, en fait, grosso modo, de la jeunesse et des réformes en cours au sein de votre département ministériel, je vais inviter Ruth Mignolet, notamment sur l'aménagement des aires de jeu. Il n'y en a quasiment pas à Libreville, monsieur le ministre. Quasiment pas. C'est vrai, c'est notre tendon d'Achille. Je crois qu'il est grand temps que nous puissions nous appesantir ce sujet. Nous sommes en train de regarder dans quelle mesure un partenariat public-privé peut être mis en place. Vous savez, les plus grands centres de loisirs ne sont pas des centres d'État. Si vous prenez Walt Disney dans le monde, ce ne sont pas des États qui le font, ce sont des privés. Donc, il y a un savoir-faire qui est là et il faudrait essayer de voir dans quel cadre un partenariat public-privé peut être mis en place pour pouvoir instaurer dans notre pays que dans la zone sud. Je crois savoir que le gouvernement a déjà pris des décisions suffisantes pour pouvoir réserver des l'open terre où viendront s'installer ces investisseurs privés. Et également au niveau du sud, c'est en cours. Oui, et là, nous comptons beaucoup sur la jeunesse pour pouvoir avoir à attraper ces nouveaux métiers qui vont se constituer. Et ces nouveaux métiers qui vont se constituer dans la gestion des parcs, dans la gestion des nouvelles infrastructures permettront, j'en suis persuadé, d'atténuer le taux de chômage et résolver le... Ruth Mignolet, vous avez une question? Oui, j'ai une question. Et la responsabilité des collectivités locales, où est-ce que vous les mettez? Puisque vous parlez justement que dans les pays du monde, ce ne sont pas les... Voilà. Le partenariat public-privé, vous savez, les collectivités locales font partie du public. Donc, ce côté public peut être partagé entre l'État central et les collectivités locales. C'est tout à fait aisé. Vous avez raison, puisque plusieurs collectivités locales ont, avec la nouvelle loi sur la décentralisation, on va donc faire un transfert de métiers, transfert de ressources, un transfert de charges financières à ces collectivités et elles pourront donc pour mieux
Elles se feront dès cette année ou c'est en cours? Mais madame, vous savez, vous suivez l'actualité, la loi sur la décentralisation est en cours d'être adoptée et d'être mise en place. Donc très vite, ça va... Que font les jeunes en entendant, monsieur le En ministre? entendant cela, En attendant cela, il y a déjà cette volonté du chef de l'État de donner à la jeunesse la possibilité de faire de l'entrepreneuriat. Et il a donné l'exemple très récemment, et nous, au niveau du ministère, nous avons la possibilité d'accompagner les jeunes entrepreneurs dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'un financement national ou international pour pouvoir commencer. Vous savez, dans le monde entier... Restons, monsieur le ministre, permettez-moi, restons justement dans la formation et l'entrepreneuriat. Puisque vous en parlez, vous avez une question à ce sujet. Tout à fait. La formation, parlons-en toujours, hein, monsieur le ministre, sport, bourse et études font bon ménage et sont un leitmotiv pour booster les jeunes. À ce niveau, que dites-vous au sujet surtout du système LMD, notamment le cas de l'Institut national de la jeunesse et des sports? Bon, beaucoup de choses sont à soulever là. Il faut qu'on y aille doucement. On marche sur des œufs là. Il faut savoir que le gouvernement a pris la responsabilité de faire du Gabon un pays de sport. Dans ce sens, nous devons accompagner toutes les ressources humaines susceptibles de produire des résultats sportifs. Dans ce sens, le chef de l'État a donné des instructions au ministre en charge de la jeunesse, au ministre en charge de l'enseignement supérieur, pour accorder à nos étudiants, à nos jeunes talents, des bourses d'études, au même titre pour faire des études sportives que pour faire des études de mathématiques, de géographie, de physique-chimie. Vous savez, tous les métiers sont bons. Il faut pouvoir donner aux jeunes, ne laisser personne sur le carreau, donner aux jeunes la possibilité de s'épanouir. S'il a la capacité d'être très bon en football, donnez-lui une bourse pour faire du football. S'il est bon en boxe, donnez-lui une bourse pour faire la boxe. S'il ne peut pas faire de la mathématique, eh bien, il ne ferait pas de mathématiques, il ferait de l'étude. Et ce n'est pas certain qu'il puisse être moins riche que ceux qui ont fait les autres études. L'histoire le montre. L'histoire le montre. Les plus grands, Forbes l'a annoncé, les hommes les plus riches d'Afrique, eh bien, il y a très peu de médecins, il y a très peu de mathématiciens, il y a beaucoup de sportifs. Un regard, monsieur le ministre, sur le cas de l'INGS. Alors, l'INGS a pour mission de former des cadres moyens, des cadres A2, des cadres B1, et là-bas, on encadre les formateurs. Les formateurs, c'est une formation de formateurs. Mais là-bas, ce qu'il faut faire par la suite, à côté de l'INGS, c'est pouvoir former des sportifs. Et là, le chef de l'État m'a donné l'instruction d'aller regarder aux États-Unis, ce que j'ai fait, comment l'Académie américaine de sport peut nous accompagner dans la formation des sportifs. Monsieur le ministre, avant d'aller aux États-Unis, est-ce que vous avez observé que l'INGS ne répond pas aux normes réglementées par le CAMES? Oui. On parle aussi de cette difficulté liée au système LMD. Il est grand temps que nous remettons de l'ordre à l'INGS. Et là, le directeur général l'a très bien compris. Il a proposé à ma table, et l'étude est en cours, une possibilité de migrer vers le système LMD, d'avoir une formation beaucoup plus diplômante que celle qu'on a aujourd'hui. Au lieu de s'arrêter à des cadres A1, A2, on va pouvoir faire des cadres A1 et désormais pouvoir être au même niveau que les autres écoles de formation. Vous savez, lorsque vous avez un professeur d'éducation physique et sportive, vous trouverez difficilement un établissement scolaire dirigé par un professeur d'éducation physique et sportive. Pourquoi? Parce que peut-être que le circuit de formation n'est pas le même que le circuit de formation dans les autres matières. Et dans ce cas de figure, il est grand temps de regarder si on peut, en migrant vers le LMD, transférer la formation de l'INGS au ministère de l'Enseignement supérieur. Comme ça, lui qui forme les professeurs de mathématiques et sciences physiques, il formerait également les professeurs d'éducation physique dans les mêmes dispositions pour qu'on leur donne les mêmes avantages. Alors Jacques Fourier, Ruth Mignolet, je vous accorde encore 5 petites minutes. Oui, on termine, on parle de politique justement initiée au profit des jeunes, on parle bien entendu de l'accompagnement et l'autonomisation, vous l'avez dit, monsieur le ministre, avec le Grand Prix de l'excellence du chef de l'État, la pension allouée aux enfants par la CLAMGS et puis la prise en charge des frais d'inhumation. Pouvez-vous rassurer les parents, les Gabonais, que cela sera périn, que ça ne va pas s'arrêter en cours de route? Mais contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure par un des intervenants, nous ne faisons pas de la politique de folklore, la politique festive. Nous faisons de la politique de résultats.
Et nous avons vu, aussi bien en matière de sport, où nous produisons des résultats, nous produisons également en matière de... Vous avez des chiffres, monsieur le ministre? Eh bien, oui, écoutez, vous savez, en matière de sport, nous avons quand même fait, depuis 2009, la CAN 2012, qui a donné, du point de vue de l'organisation, un des labels de félicitations. Et aujourd'hui, nous servons de modèle à d'autres pays. Et c'est pas la politique festive, c'est de la politique qui mène aux festives. Et pour encadrer les jeunes, nous avons également, avec la CNAMGS, obtenu la possibilité de couvrir les jeunes étudiants dans les mêmes dispositions que les personnes démunies, les personnes sans ressources suffisantes. Donc que vous soyez étudiant ou scolaire, vous êtes couvert par la CNAMGS dans les mêmes avantages que si vous étiez salarié, cotisant ou bien chômeur démuni. Deux dernières questions. Jacques Fourier et Ruth Mignolet. Monsieur le ministre, le sport en milieu scolaire, les jeux de l'Oxu, que deviennent-ils aujourd'hui? Les jeunes sont dépaysés. Pas du tout. Nous avons facilité la chose. Vous savez, quand on a créé l'Oxu, il n'y avait qu'une université, peut-être une dizaine de lycées. Un par province et puis simplement. Donc l'Oxu suffisait. Aujourd'hui, les chiffres ont quadruplé. On a plusieurs universités, plusieurs lycées et donc on a le ministère de l'enseignement supérieur avec eux, on a créé deux fédérations. Une fédération sportive universitaire, FEGASU, et une fédération sportive scolaire. Ces deux fédérations organisent au niveau scolaire des activités et l'Oxu vient au-dessus pour faire des compétitions interfédérations. Et pourquoi il n'y a plus le même engouement observé qu'il y a 5 ans, 10 ans? On a l'impression que ça n'existe même plus, monsieur le ministre. C'est parce que la loi sur le sport va maintenant résolver le problème. Nous avons profité également pour revisiter la loi sur le sport, pour permettre de donner à toutes les possibilités de détection la capacité de pouvoir faire des écoles du sport. Dans ce cas de figure, tous ceux qui font du sport en milieu scolaire pourront avoir des avantages, des investissements que nous allons réaliser pour pouvoir réussir au niveau scolaire. Donc il y a un programme, il y a un bon espoir. Une dernière question, une toute dernière. Juste demander au ministre Blaise Bembe, est-ce qu'il a pu convaincre, il pense avoir pu convaincre les jeunes avec toutes les questions qu'on lui a posées sur le panel jeunesse et loisirs? La meilleure conviction, c'est sur les actes. Nous allons jeudi, nous allons le 20 inaugurer le Conseil national de la jeunesse. Ça, c'est un acte. Ce n'est pas de la politique festive. Nous allons bientôt proposer la construction d'un grand Conseil national de la jeunesse avec 500 places en conférence. Nous allons construire des conférences, des plateaux sportifs, des conseils provinciaux de la jeunesse avec des plateaux sportifs dans tous les départements et dans l'arrondissement de Libreville. C'est en cours, ça a commencé. Eh bien, ça, ce sont des actes. Et seuls les actes parlent. Merci à vous, Jacques Fourier. Restez avec nous, s'il vous plaît. Restez avec nous pour voir très rapidement, vous l'avez dit, hein, monsieur le ministre, le Gabon a organisé avec fierté la CAN 2012, co-organisée avec la Guinée équatoriale, la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2012. Il y a donc eu un certain nombre d'infrastructures qui ont été construites. On fait le point sur les infrastructures sportives. Nous poursuivons l'émission avec la deuxième série des questions. Point sur les infrastructures sportives. Objectif: offrir des infrastructures sportives pour permettre l'épanouissement des athlètes. Les grands chantiers d'infrastructures entrepris en amont de la compétition ont permis à notre pays d'accélérer la mise en œuvre de son programme de développement du Gabon émergent. Aménagement touristique et sportif, rénovation d'hôpitaux, d'infrastructures de transport, amélioration des télécommunications. Tous ces chantiers ont été accélérés avec la construction des stades, d'hôtels, de tronçons de route, l'ouverture de services dans les hôpitaux ainsi que la modernisation des aéroports de Libreville et Franceville. Dixit Ali Bongo Ondimba. Plus de 300 milliards de francs CFA investis dans les infrastructures. 50 000 emplois directs et indirects créés. Concernant la province de l'Estuaire, travaux achevés. Commune de Libreville, 6e arrondissement. Stade Nzayong, capacité d'accueil 500 places. Autres structures sportives, terrain de basketball, terrain de volleyball, piste d'athlétisme. Commune de Libreville, 5e arrondissement. Stade de l'INGS, capacité d'accueil 500 places. Autres structures sportives,
terrain de basketball, terrain de volleyball, piste d'athlétisme. Commune d'Akonda, premier arrondissement, stade d'Angonje, capacité d'accueil 40 000 places. Autres structures sportives, terrain de basketball, terrain de volleyball, piste d'athlétisme. Concernant la province du Haut-Ogooué, travaux achevés. Commune de Fonceville, stade de Fonceville, capacité d'accueil 2000 places. Autres structures sportives, terrain de basketball, terrain de volleyball, piste d'athlétisme. Direction de l'information gouvernementale. Voilà un point sur les infrastructures sportives au Gabon. Monsieur le ministre, je vous ai dit à l'entame de cette émission, son principe, il y a des questions du public et là nous avons une question qui nous parvient par SMS et puisque nous parlons justement des infrastructures sportives, à quand la livraison du stade Omnisport Président Bongo? Le stade Omnisport Président Bongo. Voilà, la question s'affiche sur votre petit écran. À quand la livraison du stade? Alors, le stade Président Bongo a connu quelques difficultés. Nous avons prévu les travaux du stade Omnisport pour être livrés pour la CAN 2012. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ce projet, ces travaux ne sont pas terminés. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que justement, nous avons sous-estimé la tâche à accomplir. Heureusement d'ailleurs. Il n'y a pas eu de planification, il n'y a pas eu d'études. C'est plus profond que ça. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Gabon, ce stade est construit sur un marécage. Et les techniques d'approche des travaux à l'époque où ils ont été construits ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, on ne peut plus laisser prospérer ce stade en l'état, se contenter des révisions superficielles. Voilà pourquoi l'Agence nationale des grands travaux, qui depuis longtemps suit ce projet, a modifié fondamentalement et allé regarder en profondeur pourquoi il y avait des difficultés d'avancement. Et on s'est rendu compte qu'il y a véritablement travaux importants à faire en dessous. Voilà pourquoi on a encore besoin, et les chiffres, je viens de les vérifier, je me disais bien que vous allez me poser la question, puisque c'est un question... Nous sommes là pour faire savoir. On a besoin encore d'une quinzaine de mois, précisément 17 mois. 17 mois, pour pouvoir arriver au terme de cette... Dans 17 mois, le stade Omnisport sera livré. Avec beaucoup de chance. Vous l'avez constaté, Dave Moubele et Nadège Banda nous ont rejoints sur ce plateau. Nadège, Dave, vos questions? D'abord, bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir Madame. Meilleurs vœux. Connaissez-vous les vœux des Gabonais pour le sport au Gabon? Réussir. Oui, qu'il soit un peu plus productif qu'il ne l'est pour le moment. Écoutez, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a, mais comme elle n'a que la beauté, en matière de beauté, elle n'a que la beauté. Donc nous essaierons de donner ce que nous pouvons un peu plus aux populations. Voilà, nous allons parler donc d'un projet que nous avons déjà assez proche. On va parler notamment de la CAN 2017. Nous savons que le Gabon est candidat. Je vais y arriver. Que va-t-il, le choix d'avoir posé la candidature pour 2017, ne va-t-il pas handicaper notre pays quand on sait que la CAN avait déjà été organisée en 2012, maintenant en 2015, la 2017 toujours par la sous-région? Le Gabon ne sera-t-il pas handicapé? 2019 aussi au Cameroun? Oui, 2019 exactement. Mais pas du tout. Qu'est-ce qui peut vous laisser dire cela? Pas du tout. Vous savez, avant 2012, où se faisait la CAN? Hors de la sous-région. Donc, d'autres sous-régions, pendant 40 ans, ont constitué des terrains propices pour faire la CAN. Cette fois-ci, nous essayerons d'être candidats pour exercer, donc aménager... Pour vous, c'est la décennie de la sous-région, ou peut-être... nous sommes candidats. Nous sommes candidats. Et de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre. Nous avons été candidats en 2012. Le Cameroun a eu son accord pour 2019. Bon, par concours de circonstances, la Guinée équatoriale, pour un problème extérieur au planning général, se porte aujourd'hui candidat. C'est un problème exceptionnel qui ne peut pas compter dans l'organisation normale des choses. Donc nous pouvons rester optimistes. Nous sommes candidats et nous le restons, nous sommes optimistes et nous pensons qu'un pessimisme serait de mauvais augure.
Justement, monsieur le ministre, sur cette même lancée, on sait très bien que la Confédération africaine de football exige, notamment pour le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, 4 stades de compétition standards aux normes. À ce niveau, le Gabon ne dotait que de 2 stades. Et puis, la même Confédération africaine de football dit dans ses résolutions, on ne peut admettre, notamment l'organisation de la compétition dans une ville avec 2 stades aux normes internationales, si ces 2 stades ne sont pas distancés d'au moins 70 km. Exact. Alors, pour le cas de Libreville, nous avons le stade d'Amitié et le stade de Blisport dans 17 mois qui sera livré, vous l'avez dit, monsieur le ministre, conformément. Alors, est-ce qu'on peut se dire que le Gabon peut être finalement prêt pour la construction de 2 autres infrastructures? Si oui, et quelles sont les villes retenues justement pour abriter ce projet? Alors, si je reprends vos propos, et permettez-moi, monsieur le ministre, ça voudrait dire que le stade de Blisport ne pourrait pas compter. Vous avez une connaissance exacte du cahier des charges de la CAN, mais nous ne comptons pas comme ça. Nous comptons avec 2 stades. Un stade de Libreville, un stade de Franceville. Et nous avons en construction 2 stades. Si vous m'avez suivi lorsque on défendait le budget de l'année en cours, nous avons obtenu la construction de 2 stades. Un stade à Port-Gentil et un stade à Ouième. Ces 2 stades seront terminés avant les échéances de les la travaux CAN. n'ont pas démarré, monsieur le ministre. Justement, mais c'est la grosse question que l'on se pose. Vous savez... et 2017, c'est dans 2 ans. Oui, ça n'est que les 2 ans. C'est construire un stade nouveau est plus facile que restaurer un ancien stade. Il va s'agir de construire les stades, mais également les infrastructures hôtelières. Mais qui accompagnent justement là aussi d'une compétition africaine. Tout cela va se faire en ce laps de temps. Mais nous les avons déjà, les infrastructures hôtelières dans les 2 villes. Les 2 futures villes qui... Dans les 2 villes, vous pensez qu'il manque des hôtels à Port-Gentil? Bon, peut-être le standard, monsieur le ministre. On sait que Libreville a abrité récemment la CAN. Mais c'est méchant de penser qu'à la Port-Gentil, la capitale économique si, nous avons des hôtels, nous avons des infrastructures, monsieur le ministre, mais elles ne sont peut-être pas aux normes comme celles de Libreville qui sont plus récentes, en fait, monsieur le ministre. Écoutez, il y a bien eu construction d'hôtels à Libreville. Et pourtant, Libreville est la capitale du Gabon. Oui, mais de toute façon, construire un stade n'est pas difficile aujourd'hui. On sait le faire, on est dans les délais. Les constructeurs sont confiants que ces stades peuvent être livrés. Vos questions pour la suite? Pour la suite, nous allons certainement passer, si Dave est avec moi, nous allons passer sur donc, les autres sports. Nous savons que, vous savez certainement que le ministère des Sports est défini comme le ministère du football. Vous le savez? Non, c'est dit par les fédérations des mineurs en fait. Hein, non, là vous faites un procès d'intention au ministre et je ne vous le laisse pas dire longtemps. Nous ne nous permettrons pas, monsieur le ministre. Je ne vous le laisse pas dire longtemps. Je suis le ministre de tous les sports. Et si vous regardez bien, j'assiste à toutes les compétitions sportives où il y a besoin de ma présence. J'ai été à Mouila. Mais il y en a qui ont de l'ascendance sur d'autres. Non, vous savez, c'est quand même un constat. C'est différent. La boxe, c'est un seul compétiteur sur le plateau. Le football, c'est minimum 23 joueurs qui sont préparés pour la compétition. Et rien que la taille des lieux d'événements vous laisse croire qu'effectivement, il y a volontairement une attention particulière sur le football qu'une attention particulière sur le Scrabble ou le... Bon, ça c'est pour ceux voilà, qui ont... Voyez-vous, oui, maintenant... mais ce n'est pas le seul sport collectif. Mais vous allez comprendre pourquoi ces détracteurs disent cela. Nous avons fait au niveau du ministère quelque chose de formidable. Nous avons changé la donne. Et je suis d'accord avec mon secrétaire général qui me l'a proposé. Je la suis. Nous allons changer la donne. Nous avons fait déjà un répertoire de tous les clubs, de toutes les fédérations et de toutes les ligues pour savoir qui fait quoi et qui est qui. En fonction des disciplines. Très simple. Nous avons demandé à chaque club, à chaque ligue, de nous donner la liste des licenciés. Savoir qui s'appelle qui, quel numéro de téléphone, date et lieu de naissance. Et qu'est-ce que ça... On a déchanté parce qu'il y avait des associations sportives fictives qui ne permettent pas de donner crédit. Et c'est pour cela que ces jaloux de ne pas avoir obtenu des financements en ces moments peuvent laisser croire qu'il y a mauvais partage d'attention entre le football et les autres sports. Mais monsieur le ministre, il y en a quand même qui ont donné crédit. Il y en a quand même qui ont donné crédit. Je voudrais vous parler du tennis, par exemple. Mais le tennis... Pourtant, il y a des problèmes qui perdurent dans cette fédération. Que fait le ministère? De façon globale, voilà ce que nous avons demandé. Avant, on repartissait les fonds du sport
d'une clé, d'une quote-part incompréhensible, sans vérifier quel programme se faisait. Nous avons demandé. On peut avoir quelques chiffres à hauteur de combien? Il y en a qui a 150 millions, 250 millions. Par fédération? Quelle fédération, monsieur le Oui, ministre? oui. Quelle fédération, monsieur le ministre? Vous savez, si... On peut normalement les citer, évidemment. Non, après vous allez pouvoir faire des réponses d'attention. Je suis venu à la télévision pour me faire... Non, ce n'est pas le cas, monsieur le ministre. Pour me faire des procès. Poursuivez. Mais vous pouvez le vérifier. Il y a des fédérations à qui on a demandé de nous donner le programme annuel des compétitions pour nous et en dire combien ça coûte et à quel délai ils veulent les fonds. Mais on n'a pas la réponse. Et pourquoi voulez-vous qu'on leur donne l'argent? Vous n'avez pas la réponse de, de certaines fédérations. Eh bien, ceux qui ont donné des réponses ont eu les fonds et ceux qui n'ont pas donné des réponses n'ont pas eu les fonds. Votre implication, monsieur le ministre, simplement il n'est plus question de donner le franc du contribuable à des associations sportives sans pourtant qu'on ne sache quelles activités sportives le public va recevoir. Votre question, dans cette même dynamique, monsieur le ministre, on constate toute cette disparité au niveau notamment des fonds alloués à ces fédérations. Il y en a qui font des efforts sur le plan des résultats, qui ne s'accompagnent systématiquement pas de justement du coup de pouce du ministère pour arriver notamment à obtenir des résultats escomptés. Il y a des fédérations dites aujourd'hui un peu marginalisées qui, ma foi, ne bénéficient même pas à la veille des grandes compétitions, notamment d'un budget conséquent pour mieux préparer les athlètes. On peut prendre l'exemple du cyclisme aujourd'hui qui sera dans quelques semaines seulement sur les feux de la rampe avec la Tropicale Amissa Bongo Ondimba. Mauvais exemple. Ça peut être compliqué pour le comète gabonais. Vous savez, laissez poursuivre. Je vous en prie, monsieur le ministre. Le ministre ne perçoit pas aujourd'hui la préparation, par exemple, de nos cyclistes qui vont affronter cette compétition dans sa 10e QV, monsieur le ministre. Quand j'ai été nommé ministre en charge du sport, le chef de l'État m'a donné l'accord pour doper le cyclisme. Nous avons fait venir près de 200 vélos pour préparer avec la fédération de cyclisme la prochaine édition, la 10e édition. Eh bien, les techniciens nous ont fait dire que c'était trop juste de préparer ces sportifs pour la 10e édition. Certainement la 11e ou la 12e, les résultats seraient probants. Nous avons fait l'effort de doter. C'est la première fois qu'on donne à une fédération 200 vélos. C'est pas rien. On a fait 5 pôles d'entraînement pour permettre aux cyclistes de préparer les compétitions. 5 pôles d'entraînement à l'intérieur du pays? Un pôle Libreville, au estuaire Moyen-Ogooué, un pôle Ogooué-Vindo, Wellington, un 3e pôle Ogooué-Lolo, Haute-Ogooué, un 4e pôle Ngouni-Nyanga et un pôle pour la course de fond, la course de vitesse. Monsieur le ministre, laissez le ministre poursuivre. S'il vous plaît, laissez le ministre développer, on va évoluer dans le débat. Ce que nous avons voulu faire, c'est de casser le mythe. Parce qu'il y a des athlètes qui pensent qu'ils sont irremplaçables. Il faut casser le mythe, donner la possibilité à tous les compétiteurs de pouvoir faire du vélo. Et donner la possibilité à ceux qui pensent qu'il n'y a que eux pour faire du vélo, de penser qu'ils sont irremplaçables. Nous avons demandé à la fédération de pouvoir laisser la place à ceux qui peuvent défendre les couleurs du pays. Et ça ne plaît pas à certains. C'est normal qu'on ait des sons de cloche. On peut convenir que ce n'est pas pour demain un vainqueur d'étape pour les pendeurs de Gabon en termes de cyclisme. En termes de cyclisme, déjà au moins on a pris la température. Si on avait fait cette organisation il y a 5 ans, il y a 10 ans, on aurait eu les résultats aujourd'hui. Vous ne pensez pas? Monsieur le ministre, un peu... Mais vous ne pensez pas? Je peux dire en fait... N'allez pas tous les deux à la fois. Si ça avait été... Alors je voudrais justement aller peut-être rapidement avec un autre dossier aussi épineux qui fait beaucoup d'encre des salives. On va revenir dans le football, notamment à travers sa discipline phare qui est donc le National Foot. Qui connaît aujourd'hui l'une des plus longues trêves de son histoire, monsieur le ministre. On parle beaucoup de retard dans la chaîne de décaissement des fonds alloués notamment à la LINA pour fonctionner. Le championnat est arrêté. Il y a 2 clubs gabonais qui sont engagés en compétition africaine en Coupe de la CAF, le CF Mounana, en Champions League africain de football, Manga Sport. Le championnat n'a toujours pas repris, monsieur le ministre. C'est un handicap, c'est compliqué. À la 14e journée... Voilà. Et dans le même temps aussi, monsieur le ministre, les présidents des clubs se plaignent que les experts espagnols que nous avons fait venir dans notre pays pour apporter l'expertise de la professionnalisation aujourd'hui coûtent beaucoup plus cher aux contribuables que les acteurs eux-mêmes, sur les joueurs. Vous savez, si vous voulez faire du sport de haut niveau, il faut mettre les prix. Ça, y a pas, on ne peut pas réfléchir de 14 heures. Si vous voulez faire du sport de haut niveau, il faut absolument mettre le prix. Mais nous avons demandé aux associations sportives, aux clubs, de faire le championnat. Elles ont donné une fois de non-recevoir, et ça vous le savez très bien, vous avez couvert les éléments, en disant que si on ne paye pas les arriérés,
il ne commence pas le championnat. N'est-ce pas normal, monsieur le ministre? D'accord. Nous avons payé les arriérés. On est à 80% des paiements. Eh bien, écoutez, on peut quand même penser qu'à 80% des paiements, on peut reprendre le championnat. Bon, ils disent qu'il faut tout payer, on va payer et puis tout le monde assumera. Donc ça veut dire que ce n'est pas pour le moment la reprise? Je pense que c'est plutôt bientôt. Après la Là CAN, encore, monsieur le ministre optimiste. Ben, écoutez, si vous avez un ministre de sport qui n'est pas optimiste, il vaut mieux peut-être être objectif par rapport à... Non, je suis objectif, j'ai reconnu les torts, qu'il y a des faiblesses, mais il faut donner l'espoir qu'il y a des meilleurs jours devant nous. Monsieur le ministre, parlons de natation. Là, nous allons parler des disciplines mineures. Un pays comme le Gabon a-t-il donc une fédération de natation? La natation est-elle reconnue comme discipline au Gabon? Exact. Ah oui? Oui, la natation est une discipline reconnue. Il y a une fédération de natation qui existe, qui organise le président est un ami à moi, comme par hasard, mais tout à fait qui existe. Et qui est connu? Nous avons, oui. Et qui est connu? Écoutez, vous pouvez le vérifier. Vous êtes en train de le dire à la télévision. Mais écoutez, je vous prends au défaut. Ce que je vous présente demain, le président de la Fédération gabonaise. Mais je vous crois, monsieur le ministre, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la population. Maintenant, êtes-vous sûr qu'au Gabon, les Gabonais sont au courant qu'il y a une fédération de natation? Oui, nous avons donné exceptionnellement un accord parce que pour avoir une fédération, il faut au moins 3 clubs. Les 3 clubs font une ligue et au moins 3 ligues qui font une fédération. Mais exceptionnellement, le président est venu me voir, il m'a demandé de faire exception et après consultation de mon secrétaire général, on a accordé à cette fédération la possibilité d'exister. Ils sont en train de faire des cours au niveau du bassin du Prytanée militaire, et bien ça marche, ça prend. Maintenant, il faut encourager, il faut donc laisser la possibilité à tous ceux qui ont des piscines d'avoir, à construire des piscines plutôt olympiques pour permettre de faire de ce sport dans les normes olympiques. Mais pour le moment, je crois que ce n'est pas encore. Monsieur le ministre, pardon Dave, s'il vous plaît, je vais prendre rapidement une question Facebook. Monsieur le ministre, vous le savez, parmi les fédérations, disons-le comme ça, qui se portent mal, il y a la Fédération gabonaise d'athlétisme. Et voilà, si la régie est prête, nous allons prendre cette question Facebook. Pourquoi les athlètes gabonais sont-ils suspendus des compétitions internationales organisé par l'IAAF? Rappelons que l'IAAF est l'instance mondiale de l'athlétisme. Allusion faite justement aux reproches qui ont été faits au gouvernement gabonais, jugé d'ingérence dans les activités de la Fédération gabonaise d'athlétisme. Voilà, vous pouvez apercevoir la question sur votre petit écran. Ingérence, non. Je crois qu'il faut qu'on soit... C'est une décision qui a été prise lors de la dernière Assemblée générale de Monaco. Oui, mais l'association a également reconnu que le Gabon a été disqualifié et ne pouvait pas présenter de compétiteurs. Ce qui met en mal notre... Rudy Zang Milama. Voilà. À qui la faute? Notre athlète Rudy Zang Milama. À qui la faute? Je vous prends un exemple. Vous avez un enfant qui va faire un devoir et il demande à son papa de l'accompagner à son école. Le papa prend la voiture, il démarre, il se fait siffler par un policier, le policier lui demande, il est verbalisé pour défaut d'assurance. Le véhicule est immobilisé et l'enfant manque les cours, manque le devoir. À qui la faute? Est-ce au policier qui a verbalisé ou aux parents qui n'a pas assuré ou à l'élève? Nous sommes le ministère, nous sommes garants de la légalité des textes qui organisent les associations sportives. Monsieur le ministre, que retenir de cette anecdote? Exactement. Qui est le policier? Le policier, c'est le ministère. C'est lui qui donne, qui vérifie si tout est régulier dans la procédure administrative de l'organisation du sport. Alors, pour faire une élection, il y a des normes. Et ces normes n'ont pas été respectées. Il ne faut pas se le cacher. Ces normes n'ont pas été respectées. Et on a voulu valider une fédération dont le vote n'a pas eu lieu dans les règles. Et il y a eu contestation par les autres membres de la fédération, par les autres athlètes. Voilà pourquoi on a suspendu. Et donc, c'est
dommage que la conséquence, c'est quand même le Gabon qui perd. Oui, mais c'est dommage que vous ne voyez pas pourquoi il y a un problème. C'est pourquoi on s'est précipité à faire une élection sans respecter les règles. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on veut absolument se maintenir. On ne veut pas regarder qu'il y a la possibilité de faire une élection de façon légale et gagner de façon régulière pour pouvoir pérenniser le sport. Mais monsieur le ministre, ce n'est pas la seule fédération, peut-être pas forcément sur ce point, ce n'est pas la seule fédération où le président ou l'un des présidents ou le président voudrait rester à pérennité sur le trône. Les élections voilà, sur le trône. Nous avons par exemple le cas du tennis. Le tennis où beaucoup de joueurs justement de nombreux problèmes puisque ils sont parfois obligés eux-mêmes de participer pour leur déplacement à des compétitions internationales. Vous êtes certainement au courant de cela. Et pourtant là, donc, de ce côté, vous ne vous mêlez pas du tout. Non, le ministère non. Si nous avons une contestation avérée, justifiée, le ministère prend ses dispositions. Nous sommes garants de la régularité administrative des fonctionnements des clubs. Alors, nous allons avancer dans les débats, permettez-moi, je vous en prie. Monsieur le ministre, l'équipe de football féminin renaît de ses cendres. On observe justement qu'il y a des efforts qui sont consentis dans ce sens. Et nous avons décidé, nous, de faire un zoom sur cette renaissance de l'équipe de football féminin. On regarde et on se retrouve juste derrière pour la dernière partie de cette deuxième série de questions. Le football féminin est né au Gabon depuis belle lurette. Disons aux années 70, il a eu la chance d'avoir comme pionnière Madame Jeanne-Marie Ossé, paix à son âme. Et à notre époque, nous avons joué. Nous remplissions les terrains de foot, c'était bien. Nous avons battu la Guinée équatoriale, nous avons livré des matchs contre le Cameroun. Et puis, après cette époque-là, plus rien. Et en 2010, elles sont revenues sur la scène internationale. Et après cette sortie, nous avons remarqué cette léthargie et elles ont été abandonnées à elles-mêmes pour plusieurs raisons. Et c'est ce qui a poussé l'actuel bureau d'organiser ces assises dans le but de comprendre pourquoi le football féminin a connu ce traitement. Au sortir des journées de réflexion, le monde sportif est très content. Les joueuses, les entraîneurs, les femmes appellent pour dire combien de fois elles ont foi à ce que nous avons fait et elles pensent au lendemain meilleur. Je pourrais dire à M. le ministre merci d'abord pour ce qu'il vient de faire, d'abord pour la journée de réflexion qu'il a établie il n'y a pas longtemps. Et j'aimerais demander à M. le ministre qu'il essaie, façon pas d'y faire, qu'il essaie d'améliorer le football féminin. Et nous voulons participer à des grandes compétitions et non nous arrêter au football national seulement. Le terrain n'est pas tracé. Les joueuses elles-mêmes ne sont pas rémunérées. Les entraîneurs aussi. Donc, vous écoutez, ce bénévolat a trop duré. Et elles se sont dit que autant se faire se peut, il faut forcément que ça change. Nous demandons à M. le ministre que nous voulons voir ce qui se passe à l'international. La Gabonaise joue au football depuis des années. Nous voulons participer aux compétitions internationales. Je lui dirai merci. Merci parce que son organe technique, qui est la Fédération gabonaise de football, s'est rapproché de lui pour demander à ce qu'il subventionne le football. Et nous avons été surpris, agréablement surpris, qu'il ait donné, s'il vous plaît, 10 millions à chaque ligue. 5 millions qu'on a donné tout récemment. Ça prouve à suffisance que c'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui est très pragmatique, c'est-à-dire que quand il dit que je vais faire quelque chose, il va le faire.
Monsieur le ministre, le football féminin renaît de ses cendres. Le bénévolat a trop duré. Hein. Ce sont des propos de Bérangère Arminong, président de la commission football féminin à la FEGAFoot. Vous avez une question et le ministre rebondit. Monsieur le ministre, justement, à quand un traitement équitable entre les hommes et les femmes dans le football? J'ai commencé, puisque dans mon cabinet, j'ai un conseiller chargé du sport féminin. C'est une grande athlète, Mme Kingbo, que tout le monde connaît, et qui a la possibilité de vous démontrer que tous les efforts sont faits pour qu'il y ait un plus dans l'organisation du sport féminin. Oui, mais pour le moment, ça ne se ressent pas encore. Vous avez certainement dû voir dans cet élément, les jeunes dames, par exemple, sont obligées de boire de l'eau potable, tandis que lorsque les hommes s'entraînent, eux, ils ont droit, par exemple, à de l'eau minérale. Si on veut aller loin, oui, commençons par faire un pas. Nous avons commencé déjà à prendre la chose. Nous avons déjà organisé cette réunion pour permettre la prise en main de ce sport. Parce que dans les autres disciplines, il y a des activités masculines et féminines. À la demande du chef de l'État, nous avons exigé que dans toutes les compétitions, dans toutes les disciplines, il resterait le football, les natations et tous les autres sont en cours. Nous avons donc exigé qu'il y ait donc la partie féminine du football. Le président de la fédération l'a très bien compris et il a organisé ces travaux pour que la femme gabonaise puisse prendre en main ce sport. Vous savez, les compétitions internationales, c'est compris? Pour faire des compétitions internationales, il faut d'abord qu'il y ait des compétitions nationales. C'est là que les gens font l'erreur. Vous voulez déjà, tout à l'heure vous parliez du tennis et tous les autres. On ne donnera pas de l'argent aux gens qui veulent faire comme eux comprennent. Nous sommes un pays organisé, il y a des lois et règlements. Pour faire une compétition internationale, pour défendre les couleurs du Gabon à l'étranger, il faudrait que nous nous assurons que nous avons fait le tour du pays pour trouver les meilleurs compétiteurs pour défendre. Ce n'est pas une activité de amis. Voilà pourquoi il faut que ce soit compris. Donc nous faisons tout pour que l'activité sportive au niveau féminin puisse prendre corps et des clubs vont se créer et un nombre de compétitions interclubs. Donc vous leur dites à peu près, attendez encore 5, une dizaine d'années pour voir. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. S'il vous plaît, c'est important. Vous savez, quand vous allez rencontrer des Équato-Guinéens qui viennent de gagner la dernière fois la compétition, eh bien, ils ne vont pas vous laisser parce que vous êtes nouvellement créé. Ils vont vous battre à plate couture parce que vous venez compétir. Il n'y a pas de démesure quand on va à l'international. Donc il faut aller avec le maximum de chance. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont capables de jouer au sport actuellement si on leur donne la possibilité, le cadre de travail. Monsieur le ministre, justement, on a cette question. Dans un an, les Jeux Olympiques auront lieu donc à Rio, au Brésil, on le sait très bien. Qui parle de Jeux Olympiques, parle notamment des athlètes de haut niveau sur le cadre notamment d'autres pays. On a quelques 5 figures, on va dire, emblématiques comme ça. Antonio Bam au niveau de taekwondo, Stéphane Lasme en basket, Géraldine Robert, idem aussi. On parle de Lomabika en termes de boxe et Rudy Zambilama, justement, qui est donc qui va subir la sanction hein, que notre pays, justement, a donc pris du côté de Monaco récemment. Alors, on a une grosse question que l'on se pose très souvent. Qui gère Antonio Bam, qui est un athlète de haut niveau? Antonio Bam obtient une subvention de l'État gabonais pour pouvoir préparer sa compétition. Toute la subvention, 50 millions? Écoutez, je crois que ce qui est important, c'est qu'il a peut-être besoin de beaucoup plus d'argent que cela, ce que nous pouvons comprendre, mais nous donnons ce qui est prévu par notre budget. Et pour le moment, la dotation de 100 millions est constituée pour accompagner cet athlète. Et bien, pour le moment, c'est ce que nous faisons. Est-il le seul à bénéficier de ces subventions, monsieur le ministre, à ce taux? Tous les sportifs de haut niveau, dès lors qu'ils répondent aux critères, dès lors qu'ils remplissent le dossier de demande d'accompagnement. Mais c'est peut-être pas le cas pour Stéphane Lasme, qui lui est déjà professionnel, évidemment, qui ne bénéficie pas de cette subvention. Idem pour Géraldine en termes de basketball. Oui. On parle beaucoup plus de Rudy et d'Antonio Bam, Taylor Mabika, qui lui aussi est professionnel, mais qui bénéficie, on va dire, c'est comme si on assistait à un système de poids de mesure à travers ces athlètes. Non, ce qu'il faut comprendre de façon générale, et c'est le plus important, c'est que lorsque vous êtes un sportif de haut niveau, il y a des fonds qui sont prévus pour l'accompagnement. Et là, il faut pouvoir répondre aux critères d'attribution de ces fonds. Mais ce n'est pas forcément
parce que vous voulez obtenir le niveau que vous souhaitez avoir, mais ça répond à... Ce n'est pas le cas, monsieur le ministre, pour Thielo Mabika, pour Géraldine Robert et Stéphane Lasme, qui sont eux professionnels. Pour les deux cas cités, les basketteurs, notamment Stéphane et Géraldine. Mais ils sont professionnels, ils ont de l'assistance déjà. Et Taylor, ils ont de l'encadrement. Taylor bénéficie d'une subvention, d'un apport du ministère que ne bénéficie pas Stéphane Lasme, encore moins Géraldine Robert. Là, vous en termes d'accompagnement, peut-être. Là, vous m'amenez à vous donner des explications qui relèvent de l'application de la gestion interne des fédérations et des... Au-delà de fédération, des ligues. Ministre, parce que l'apport du gouvernement du ministère a soutenu... Dave, vous posez une question, donnez la possibilité au ministre. On voudrait comprendre, c'est parce que forcément... Vous voyez, nous avons une séparation des compétences. Le ministère, puisque vous dites, et tout le monde je crois l'admet, que le ministère se mêle trop de la gestion des athlètes. Il s'immisce trop dans la gestion des athlètes. Donc nous laissons la compétence et les critères d'attribution. Mais les fédérations sont faibles, monsieur le ministre. Elles sont faibles, les fédérations, monsieur le ministre. Elles ne peuvent pas maîtriser, je me dis, gérer un athlète comme Antonio Bam, cela requiert forcément d'un certain nombre de paramètres que les fédérations n'ont forcément pas à la base. Aujourd'hui, le ministère fait des efforts à accompagner ces athlètes de haut niveau, à travers des dotations financières importantes. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'on augmente la dotation alors? Non, qu'elle soit peut-être redistribuée. Les basketteurs n'ont pas, monsieur le ministre. Stéphane Lasme n'a pas cette subvention, de même que Géraldine Robert. Mais qui sont pros. Ils sont dans leur catégorie, il y a justement dans leur catégorie, il y a Théo Mabika, qui est professionnel, mais qui a une subvention de l'État. Pourquoi Géraldine n'a pas, et encore moins Stéphane Lasme? Les autres, ils sont déjà professionnels. L'autre, il vient de rentrer professionnel. On peut accompagner dans cette dynamique. Dans cette dynamique africaine, on peut accompagner justement les enfants qui accompagnons ceux qui rentrent. Une fois qu'ils prennent l'envol, eh bien, on les laisse continuer. Ou bien vous voulez qu'on continue à aider ceux qui ont la possibilité de continuer. Dans la même proportion que Taylor Mabika, qui bénéficie aussi des mêmes subventions, monsieur le ministre. Permettez, un clin d'œil peut-être. Dave, s'il vous plaît, donnez la possibilité au ministre de répondre. Poursuivez, monsieur le ministre. Donc, nous souhaitons que nous accompagnions. L'objectif du pays, c'est qu'il y ait un maximum d'athlètes en international qui défendent les couleurs du pays. Et pour cela, nous ne ménagerons aucun effort pour que ces athlètes obtiennent les financements, l'accompagnement nécessaire, juridique et professionnel. Vous savez, pour pouvoir bien cadrer tout ça, nous avons changé notre loi pour accompagner ces athlètes en international. Dans tous les pays du monde, lorsque un athlète quitte son pays et se retrouve en international, le club qu'il a formé obtient des royalties, ce qui ne se fait pas aujourd'hui au Gabon. Nous avons fait donc un cadre réglementaire pour accompagner tout ça. Toutes ces petites insuffisances organisationnelles, ces apparentes injustices, ces visibles incohérences sont en train d'être corrigées dans le cadre d'un cadre réglementaire législatif cohérent et stable. Alors en exclusivité ce soir, Nadège, s'il vous plaît, gardez le fil de vos idées. Je vais vous permettre de répondre à et pourront être, je vous en prie, Nadège. Et pourront être applicables dès lors que l'Assemblée nationale et le Sénat passe à l'adoption de cette loi. Alors gardons le fil de nos idées, gardons le fil de nos idées, s'il vous plaît. 2015. Monsieur le ministre, Nadège, s'il vous plaît, Dave, on va garder le fil de nos idées. Je vous propose de suivre en exclusivité ce succès story réalisé par l'équipe de Faire Savoir. Et nous nous retrouvons, je vous accorde une dernière question juste après. Voilà, merci à la réalisation pour ce succès story. Une dernière question, justement. Monsieur le ministre, que fait le ministère pour la valorisation, justement, plutôt pour une meilleure visibilité donc, de nos athlètes de haut niveau?
Vous avez certainement remarqué, dans les autres pays, les athlètes de haut niveau sont carrément des stars, c'est-à-dire que le ministère ou le gouvernement fait en sorte que la population, voilà, que la population soutienne moralement ces athlètes. Que fait le ministère ici au Gabon pour cela? Nous avons déjà tout ce qui peut être fait ne peut l'être que dans un cadre réglementaire adapté. C'est pour cela que nous avons commencé par changer nos lois et nos textes pour les adapter au monde dans lequel ces athlètes vivent. Et quand ce sera fait, eh bien, vous aurez la possibilité d'avoir... Monsieur le ministre, vous êtes en train de nous dire que nous sommes en train de repartir à zéro. On ne considère pas ce qui s'est fait jusqu'ici parce que les athlètes au Gabon, il y en a eu déjà. Il y en a eu plusieurs qui ont valorisé ce pays par leur performance à l'international. Donc vous êtes en train de dire que toutes ces personnalités sportives seront oubliées pour le moment. Nous allons prendre à partir de maintenant, et à partir de maintenant, des lois vont être votées, adoptées, et à partir de là, non, on les valorisera. Pas oublié, mais on perfectionne. Tout est perfectible. Oui. Ce qui s'est fait aujourd'hui avait du bon sens il y a quelque temps, et maintenant, aujourd'hui, ça commence à arriver à épuisement. On se rend compte qu'il y a des insuffisances, et bien on améliore. Moi, je vous ai dit, lorsque nous faisons notre cadre réglementaire, lorsque vous envoyez un athlète qui obtient de bons résultats, qui se retrouve dans un club à l'étranger, qui a signé son contrat, tout seul, il s'est peut-être fait arnaquer, sait-on jamais. Il s'est peut-être trouvé dans un endroit où peut-être que sa valeur n'a pas été bien mesurée. Donc, nous avons désormais un droit d'accompagnement. C'est pour cela que nous devons faire tout pour que nous ayons la loi avec nous. Quand nous allons voir un athlète qui va signer un contrat international, nous devons l'accompagner. Parce que la loi nous l'autorise. Est-ce qu'il n'y a pas une trop forte ingérence? S'il vous plaît. Non, nous allons comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une trop forte ingérence? Dans tous les pays, ça se fait. Pourquoi vous parlerez d'ingérence au Gabon quand dans d'autres pays on accompagne? Est-ce que c'est vraiment un hasard que quand vous regardez les 10 sportifs les plus riches d'Afrique, 7 sont de la zone Ouest Afrique? Les 10 les 10 sportifs les plus riches d'Afrique, 7 sont de la zone Ouest. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas dont on doit aller regarder. C'est quoi? Ce serait quoi le remède pour le Gabon? Parce qu'ils ont des accompagnements de leurs athlètes. Il faut donc. C'est une question d'ordre culturel aussi. Mais parce que justement, les gens ont compris qu'on peut se faire de l'argent derrière. C'est un monde de business. Il faut encadrer le business. Il faut s'adapter. Donc vous nous dites dans un avenir proche. Ce sera votre dernière question, Nadège. Exactement. Dans un avenir proche, les athlètes gabonais seront accompagnés et seront soutenus, encore plus soutenus par les populations. Le ministère œuvrera pour ça. Dès que la loi sera votée. Dans un avenir proche. Cette année. Dès que la loi sera votée, vous allez avoir un accompagnement d'abord du secteur privé. Parce que vous vous souviendrez, lorsque nous avons des équipes comme Locomotive, Cheminot, Total à l'époque, Sougaret et tous les autres, c'était des équipes soutenues par des entreprises qui ont de l'argent. Il faut donc restituer cela, adapter, faisant en accordant des avantages fiscaux pour que ces entreprises qui ont de l'argent aujourd'hui soutiennent les équipes. Donc, il y aura une meilleure détection de talents, aussi bien dans le secteur scolaire que dans les quartiers, puisqu'on va faire des activités interquartiers. Et c'est ces sportifs de talent qu'on doit encadrer, nourrir, éduquer. Et s'agissant de sportifs de talent, peut-être, et nous allons justement conclure ce deuxième panel avec cette question, s'il vous plaît, Dave. Monsieur le ministre, s'agissant de Taylor Mabika, que retenir? Taylor Mabika est en train de s'orienter vers le monde du professionnel. Donc aujourd'hui, il n'y est pas encore. On l'accompagne. Et c'est à ce titre que nous pouvons lui donner un accompagnement financier pour qu'il rejoigne les autres. Une fois qu'il aura grandi comme les autres, eh bien, il se comportera en professionnel et il évoluera comme les autres qui sont... Alors, Dave, j'ai laissé une dernière question. Je vous en laisse une dernière également. Mais vraiment une dernière question. Justement, oui, des efforts sont faits, monsieur le ministre. On le sait très bien par le ministère que vous gérez aujourd'hui, dans le cadre notamment de la prise en charge des pupilles, des futurs stars, on va le dire. Je peux prendre un exemple, le cas des 2 tennismen women qui sont du côté de Bujumbura, donc au Burundi. Ce sont des efforts qui sont conçus dans ce sens-là. Alors que le ministère va désormais s'orienter vers la pépinière pour constituer demain l'élite. La pépinière doit être encadrée. Nous devons multiplier les compétitions sportives dans les établissements, dans les quartiers, et pour qu'il y ait une meilleure détection. Nous allons instaurer dans chaque fédération
un directeur technique pour pouvoir faire la détection. Et les meilleurs talents obtiendront des bourses d'études pour aller se spécialiser à l'étranger, faire du sport au même titre que la médecine et toutes les autres matières, pour que nous ayons un jour des talents de haut niveau. D'autres pays nous ont dévancés dans ce sens, et bien il est grand temps que nous puissions... Il serait bien de créer des infrastructures pour les former aussi ici sur place. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes allés aux États-Unis demander à l'Académie américaine de nous accompagner dans une véritable académie de sport. La différence entre l'Institut national de la jeunesse et des sports et l'académie qui va se faire, c'est qu'à l'Institut national de la jeunesse et des sports, on forme des encadreurs, des éducateurs, des formations des formateurs. Dans l'académie, on va former des athlètes. Parce que, contrairement à ce que l'on pense, un athlète, c'est une machine qui doit être nourrie, soignée et bichonnée pour permettre de donner de lui-même. Vous savez, ce que l'on mange, ce que l'on avale, conditionne nos efforts. C'est pour cela que ces athlètes doivent être suivis pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette deuxième série de questions à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations de football, édition 2015. Nous avons choisi de faire de ce dossier, le gros dossier de ce numéro de votre émission, notre émission Faire Savoir, la participation des Panthères du Gabon à la CAN 2015. Nous allons suivre tout de suite les réactions des Gabonais au sujet de leurs attentes et juste derrière la troisième série de questions. Et nous allons recevoir Michel Zué et Pablo Musso-Djingoma. Les Panthères ont assez d'expérience et c'est une grande joie pour nous de savoir que cette coupe va revenir au Gabon. Ils ont quand même fait quelque chose de meilleur par rapport à des années passées. C'est la preuve que la dernière fois, ils ont bien joué. Bon, qu'à cela ne tienne, cette fois-ci, ce serait la meilleure. Je souhaite que les Panthères jouent bien et qu'ils aillent de l'avant. On a confiance. Soit on aime les Panthères, soit on ne les aime pas, soit on les soutient, soit on ne les soutient pas. Je supporte les Panthères et j'ai confiance. Je sais qu'ils vont gagner. On voudrait qu'ils s'adonnent et qu'ils nous fassent plaisir, quoi. Au niveau de l'attaque, on a une très bonne équipe. On a Ivona qui est là, un garçon très physique et véloce, vraiment qui a une percussion qu'on n'en avait plus après le départ de Cousin. En défense, on a Irondou de Moussavkin qui revient, qui a reflé les terrains. Donc on a Ekwele. Non, au niveau de la défense, on est équilibré. En milieu, on est équilibré. Je leur donnerais, disons, 75 à 80% pour pouvoir remporter la coupe. Les Mina, par exemple, les Mina, pour nous, ce n'est pas un problème. Les Mina auraient pu être un plus, mais son absence n'est pas un moins non plus. Parce que l'effectif, c'est un effectif qui a été préparé pour cette CAN. Il aurait pu être un plus, il n'est pas venu, ce n'est pas un problème. On a besoin de tous ceux qui sont là, on va faire avec, et je pense que les gars là vont prouver. Ces gars-là, je compte sur eux. Le top one, Pierre-Emerick Aubameyang, qui n'est plus à présenter. Et il n'y a aucune équipe, je dis bien, il n'y a aucune équipe sur le terrain qui peut rivaliser les Panthères. C'est notre année, c'est notre saison. Travailler pour espérer de mettre ça. Directement pour la CAN, c'est une équipe qui est venue à la CAN parce qu'elle a été organisatrice de la compétition. Donc je vois le Gabon bien parti pour la première place. Nous sommes derrière vous et que les dirigeants fassent leur travail et les Panthères aussi feront les leurs. J'ai observé un tout petit peu l'actuel ministre de la Jeunesse et du Sport, M. Luembe, quelqu'un qui aime le sport. J'ai eu l'occasion de l'observer. Et la fédération aujourd'hui est gérée par un technicien du sport. Mon souhait, c'est de les voir mettre leurs énergies ensemble. Blaise Lemay, vous avez suivi avec nous les attentes des populations quant à la participation du 11 national à cette compétition, la plus grande d'Afrique. Pablo Musso-Djingoma et Michel Mesui nous ont rejoints sur ce plateau. Peut-être une première réaction, Monsieur le Ministre? Je crois que les attentes des populations sont légitimes. Nous allons en compétition, il faut savoir, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Et nous essaierons d'aller le plus loin possible, c'est-à-dire au terminus. Pablo? Alors, Monsieur le Ministre, bonsoir. Bonsoir. À 3 jours du coup d'envoi de cette 30e Coupe d'Afrique des Nations de football,
Vous êtes un ministre stressé ou un ministre qui se dit que j'ai fait la part du travail, sachant que l'avenir d'un ministre, l'échec ou la réussite d'un ministre est parfois tributaire des performances de l'équipe nationale? Mais je ne suis pas stressé et pour moi, ça ne fait que commencer. Parce que justement, ça va commencer à partir du moment où nous allons aller samedi en compétition. Eh bien, je ne peux pas me déjuger en disant que j'ai fait ma part de boulot et je laisse le reste. Non, j'assume mes responsabilités et j'irai jusqu'au bout, qu'advienne que pourra. Vous êtes d'accord avec nous que l'avenir des ministres est parfois lié aux performances de l'équipe nationale A? Vous savez, nous avons la chance d'être dépendants du chef de l'État et le chef de l'État peut nous remercier n'importe quand. En termes de chiffres, il y a 6 ministres des Sports qui se sont succédés depuis 2000. Personne ne peut dire qu'il est aujourd'hui ministre et qu'il le restera demain. Le chef de l'État est seul à prendre la décision de nommer et de démettre un ministre. Pablo, venons-en aux questions liées à la CAN, s'il vous plaît. Tout d'abord, bonne et heureuse année 2015, monsieur le ministre. Madame, meilleurs vœux, santé et beaucoup de réussite sportive. Merci. Alors, vous êtes 3e supporter des Panthères. Vous avez accompagné la sélection et le staff technique durant les éliminatoires. En toute honnêteté, en toute objectivité, comment appréciez-vous l'état d'esprit du groupe de Georges Costa? Très bien. Un état d'esprit qui est à la hauteur de l'événement, qui nous attend. Et je crois que l'équipe est soudée. Nous avons une équipe qui est jeune, qui est soudée et qui a besoin de donner, qui a envie de dire qu'elle peut aller loin. Monsieur le ministre, j'imagine que vous êtes rentré en contact avec votre collègue de la communication. Une question importante qui intéresse le peuple gabonais, les droits de retransmission de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous pouvez rassurer les Gabonais ce soir qu'on ne doit pas vivre le spectacle du stade du 4 août de Ouagadougou? Vous n'allez pas vivre cela. En rentrant dans ce studio, les droits de retransmission n'étaient pas encore payés, monsieur le ministre. Vous n'allez pas vivre cela. Ce n'était pas encore payé. Vous n'allez pas vivre cela. Les droits seront payés à temps et ils le sont déjà. Et vous allez être satisfait de la retransmission de tous les matchs des Panthères, au moins. Sûrement bonne nouvelle pour toute la population gabonaise. Et parlons maintenant des Panthères. Voilà. Absent en 2013, le Gabon sera présent en Guinée équatoriale, autant pour moi, pour la 30e Coupe d'Afrique des Nations. Alors, peut-on savoir, monsieur le ministre, quelles sont les conditions, quelles sont les dispositions qui ont été prises par votre département, partant le gouvernement, pour accompagner la sélection nationale? Mais, nous souhaitons que tout le monde puisse se retrouver à Bata pour supporter nos Panthères et que tout le monde se transforme en Panthère. Et vous avez, chacun de vous encore a un maillot des Panthères et il est souhaitable de l'amener au pressing, de le repasser pour qu'on puisse le porter pendant toute cette saison. Monsieur le ministre, parlons des primes des joueurs. Peut-on dire que tout est pensé pour éviter au 11 national les rebondissements désagréables sur le sujet et quand on sait que certains pays sont confrontés à ce problème, notamment le Cameroun par exemple? Mais d'abord, il ne faut pas confondre torchon et serviette, même si les deux y suivent. Comment ça, monsieur le ministre? Non, nous sommes le Gabon. Nous ne pouvons pas faire de grève pour des questions d'argent. Nous allons jouer d'abord par passion. Et l'équipe est mobilisée par ça. C'est la passion. Nous ne sommes pas des affairistes qui, s'il n'y a pas le dernier franc versé, on ne va pas en compétition internationale. Non. En compétition internationale, quand on est à ce niveau, on va défendre l'honneur d'un pays et on va avec passion. Alors, ça veut dire, c'est le moral des troupes. Ça veut dire, monsieur le ministre, que tout est fin prêt en ce qui concerne les per diem. Des joueurs, évidemment. Mais les per diem, ce n'est pas un problème à l'ordre du jour, puisque nous sommes au-delà des per diem. Nous sommes dans la passion, mourir pour le pays. Advienne que pourra, on y va compétir. Et on y sera jusqu'au bout, jusqu'au terminus. Monsieur le ministre, revenons, soyons un peu plus concret. Vous avez dit tout à l'heure que vous souhaitez que les Gabonais soient abattus. Il y a déjà 500 Gabonais qui sont mobilisés pour soutenir l'équipe nationale sur place. Vous avez parlé de ponts terrestres et aériens. Comment comptez-vous gérer tout ça sur place? Bon, nous avons obtenu du chef de l'État des instructions très claires dessus. Nous allons faire effectivement un pont aérien et terrestre. Mais il ne faut pas que le pont que nous faisons ressemble plus à un problème qu'à une bonne chose qu'on veut résoudre. Avec la Fédération gabonaise de football,
nous avons obtenu un certain nombre de places à toutes les équipes, à tous les matchs des Panthères. Et ces places, nous souhaitons que les Gabonais les occupent au maximum. 800 places notamment. 1000. Vous savez, j'ai des chiffres plus actuels que vous. Parce non, que non, moi j'ai aussi les chiffres. C'est pas le plus important. Voilà. Donc, nous souhaitons avoir 1000 personnes. Nous souhaitons faire partir, le chef d'État a donné l'accord, pour qu'un maximum de gens partent le plus près possible de la zone nord, puisque là, le moyen de transport, il est facile. On a envisagé un départ de Libreville par voie terrestre, mais les risques sont plus élevés parce qu'il y a déjà presque 10 heures en bus jusqu'à Ouié, mais il faut encore se prendre 4 à 5 heures, 4 à 3 heures jusqu'à Bata, 14 heures de vol aller et 14 heures retour, plus les 2 ou 3 heures de match, c'est un peu éreintant. On a donc privilégié la zone nord pour la partie terrestre. Et là, la fédération a obtenu du chef de l'État l'accord pour que tous ceux qui vont participer, qui vont faire partie du pont terrestre, vont, et rien n'est gratuit, vont payer leur transport. Le prix? Ils vont payer leur transport. Les prix actuels, lorsque vous allez d'Oyem à Bata en voiture, on paie 50 000 francs. 50 000 francs aller-retour. C'est ce qui est prévu payer. C'est ça le prix réel. Pour le pont terrestre, le chef de l'État a donné son accord pour que le supporter qui va faire l'aller-retour d'Oyem à Bata et revenir paye 10 000 francs. Il paye 10 000 francs avec à la clé un billet d'entrée au stade. Mais il devra payer 10 000 francs pour le transport et il devra payer son visa d'entrée. Son visa d'entrée au territoire équato-guinéen. Voilà, ça c'est pour la partie terrestre. Et pour cette organisation, nous avons confié la gestion au gouverneur local, le gouverneur du Wellington, qui va prendre un communiqué au moment opportun pour donner les modalités d'heures de départ et d'heures de départ et d'heures d'arrivée et d'heures de retour. Ça c'est pour la partie terrestre. Pour la partie aérienne, nous avons fait un travail de fond avec les compagnies aériennes. Et nous avons tiré les prix au plus bas et l'élasticité critique est arrivée à un moment donné où nous ne pouvons plus tirer. Lorsque vous allez à Bata en avion aujourd'hui, et vous pouvez le vérifier, les prix les plus bas, aller et retour, c'est 330 000 francs. En haute saison, si vous payez un billet aujourd'hui, ça monte à 500 000 francs. Et si vous le payez 4-5 jours avant, vous pouvez payer 300 000 francs, 330 000 francs. Alors, le chef de l'État a donné instruction pour que les supporters qui vont faire ce pont aérien, puisque rien n'est cadeau, payent le transport aller et retour à 100 000 francs. 100 000 francs et l'agence de voyage chargée de ce service est l'agence Connect Service située en face du PMUG. L'agence Connect Service. Connect Service située en face du PMUG. C'est elle qui va donc gérer le transport de cette opération. Les Gabonais peuvent déjà s'y rendre, réserver des places? Les places sont limitées. Il va de soi, puisque vous avez dit qu'il y a 1000 places. Moi, j'ai dit 800, il y a 1000 places. Donc, il y a 500 Gabonais déjà qui sont en Bata. Ça, je vous le dis, j'ai des sources assez sûres, puisqu'il y a une communauté qui y vit. Voilà. Nous avons donc, et nous allons les retrouver. Est-ce qu'il n'y aura pas un problème de promiscuité après? Non. Les opérations sont faites de telle sorte que tous ceux qui s'en vont dans le cadre de cette opération doivent revenir le jour même. Il n'est pas question que vous y allez et que vous restez une dizaine de jours. Si vous faites cette opération, vous le faites avec vos propres moyens. Parce que nous avons des impératifs de mouvement des personnes qu'il faut respecter. Ça veut dire, monsieur le ministre, qu'il y aura cette espèce de turnover alors? Voilà. Donc, quand ceux qui s'en vont par voie terrestre, ils arrivent à Bata, on va les contacter et ils vont récupérer leur billet, ils rentrent au stade. Après le match, ils reprennent les mêmes bus et ils repartent au Gabon.
Ceux qui vont faire le vol aérien, ils font la même chose. Ils partent, ils prennent leur billet et leur visa. Leurs passeports seront récupérés dans l'avion. Ils s'en vont, on leur donne les tickets d'entrée au stade et ils reviennent prendre leur passeport et ils retournent à Libreville. Quelles sont les populations les plus privilégiées, monsieur le ministre, dans cette opération? Bon, nous espérons, c'est du tout venant. On ne peut pas dire qu'il y a, on privilégie certains. Il y a déjà des communautés de supporters qui sont... Ce qui est déjà sûr, c'est qu'il y a des internautes, des panternautes qui sont des panternautes pour lesquels on ne peut pas ne pas. Ils sont une centaine et leur place est donc leurs places sont canalisées. Nous avons donc 600 places pour la partie terrestre et 350 à 400 places pour la partie aérienne. Monsieur le ministre, admettons, pardon Pablo, admettons justement que les Panthères, c'est notre souhait d'ailleurs, aillent jusqu'en demi-finale, en finale. Est-ce que le chiffre va être revu? Finalement, il n'y aura pas 1000 supporters. Mais si les Panthères vont en finale, eh bien, permettez-moi de vous le dire que le chef de l'État sera certainement généreux. Nous allons aller solliciter sa générosité pour qu'on augmente les quotas. Maintenant, tout dépendra de la réponse qu'il donnera à ce moment-là. Mais l'idée, c'est que le chef de l'État souhaite qu'une présence importante gabonaise soit faite lors des matchs des Panthères. Est-ce que l'État a pris en charge sa presse, puisque la demande est assez forte, aussi bien au privé qu'au public? La presse autorisée est également prise en compte, puisque la Fédération gabonaise de football a des prix de disposition pour que les officiels, la presse, tous les fonctionnels puissent voyager hors ces quotas, puisque eux, ils ne vont pas forcément ils vont travailler. Qu'entendez-vous par presse autorisée, monsieur le ministre? Il y a des confrères qui vous suivent actuellement. Je crois savoir que lorsqu'on fait un événement de ce genre, il y a des autorisations, il y a des accréditations. Il y a des accréditations. Ces accréditations sont sollicitées et puis, une fois que vous les avez obtenues, eh bien, vous devenez une presse autorisée à couvrir l'événement. Il y a une demande assez forte. Vous le savez, il y a la presse privée, la presse publique. Est-ce que c'est vrai qu'au Gabon, il y a eu des mesures assez exceptionnelles lors de la CAN 2012. Est-ce que cette fois, écoutez, vous êtes prêt à satisfaire cette forte demande? Le problème n'est pas que nous ne voulons pas transporter la presse. Le problème, c'est que est-ce que cette presse est autorisée à couvrir l'événement? Parce que quand ils vont arriver en Guinée... On se met dans cette logique que c'est une presse accréditée, monsieur le ministre. Supposons que c'est une presse accréditée. Si elle a obtenu les accréditations et que c'est une presse privée qui a du mal à partir maintenant financièrement, eh bien, elle regarde, on vient de mettre des dispositions quand même alléchantes. Et je pense que c'est de bonne loi que vous puissiez prendre langue avec l'agence et la fédération pour pouvoir vous inscrire dans les meilleurs délais. Monsieur le ministre, la question Lemina intéresse beaucoup de Gabonais, même si elle n'est pas forcément d'actualité aujourd'hui puisque la liste est close, mais peut-être pour le futur. Le manager général s'est déplacé, le coach s'est également déplacé. Le joueur n'est pas venu, pourtant il a été convoqué. Est-ce qu'il n'y a pas eu un échec diplomatique à ce niveau? Que s'est-il passé réellement, monsieur le ministre? Mais pourquoi tout le monde en fait un drame? Ce n'est pas un drame, monsieur le ministre. On veut savoir, il y a beaucoup de binationaux qui constituent aujourd'hui l'équipe nationale du Gabon. Il y a eu des démarches qui ont été entreprises. Mais je vous assure que, franchement, heureusement qu'il n'est pas venu, mais il allait jouer la place de qui? Comment ça, Parce que quand vous regardez bien... Vous remettez en cause son professionnalisme? Je n'ai pas dit ça. J'ai seulement dit, l'équipe est soudée. Il évolue quand même à l'Olympique de Marseille, il est titulaire. L'équipe a déjà obtenu des automatismes entre membres de l'équipe. Ils ont fait des compétitions, ça a donné un résultat. Aujourd'hui, ils savent, les yeux fermés, qu'en faisant une passe de telle température, le résultat est attendu. Mais monsieur le ministre, nous restons également dans qu'est-ce qui va se passer s'il arrivait? Il arrive directement, sans entraînement, tout droit sur une compétition internationale. On ne parle plus de son arrivée, monsieur le ministre. Les listes sont closes. On parle de la CAN qui débute dans 3 jours. Mais ça s'est dépassé. On parle de l'avenir. Les binationaux. Quelle politique a été mise en place, monsieur le ministre? On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de joueurs binationaux dans cette équipe. Attends, quelle est la question? La question est de savoir... l'avenir, est-ce que vous allez poursuivre les discussions ou mettre une politique en place, non seulement pour poursuivre les discussions avec les MINA, et mettre une politique en
en place pour ces différents joueurs, ces différents binationaux en général. binationaux en général? Mais la réponse pour l'objet de cette intervention est dans sa propre réponse. Il a bien dit qu'il trouvait bonheur ailleurs. Eh bien, nous le souhaitons bon vent ailleurs. On espère qu'il sera sélectionné là où il pense trouver bonheur. Et puis nous en sommes là. Mais s'il revient... Mais vous acceptez d'abord l'échec diplomatique, monsieur le ministre. C'est pas de l'échec diplomatique. Aubameyang n'est pas venu en équipe nationale ex nihilo. Il y a eu des démarches qui ont été entreprises. Mais tout à fait. Voilà. Et puis, mais tout ce que vous demandez, vous n'obtenez toujours pas. Non, ça ne veut pas dire on peut accepter, ça ne peut pas dire que vous échouez. Non, on peut accepter aussi l'échec. Oui, monsieur le ministre, il se pourrait aussi peut-être que la démarche n'a pas été respectée. Je ne prends pas cette situation comme une situation d'échec. Simplement, il y a eu une décision qui a été prise par l'athlète. Cet athlète ne veut pas jouer au Gabon pour le moment. Eh bien, il prend ses dispositions, nous prenons les nôtres. Monsieur le ministre, je m'en voudrais si on ne revenait pas sur le championnat professionnel. C'est un championnat très coûteux. Est-ce que Pablo, vous n'avez plus de questions concernant la CAN, s'il vous plaît? Vous n'avez plus de questions sur la CAN? On revient rapidement. Vous êtes convaincu de la pérennité de cette Est-ce que vous n'avez plus de questions pour la CAN? Nous avons une dernière question pour la CAN. S'il vous plaît, je vous propose qu'on finisse avec la CAN et si vous avez des questions sur lesquelles on pourrait revenir, on va y revenir. Le ministre est tout à fait disposé. Il nous l'a dit avant l'entame de cette émission. Poursuivons avec la CAN. Finissons avec la CAN. On va poursuivre avec la CAN tout en demandant au ministre quels sont ses espoirs dans le parcours des Panthères pour cette année 2015. J'ai répondu à la question. L'espoir, c'est que nous allons jusqu'au bout du tunnel, jusqu'à la compétition. Et nous avons de bonnes chances de penser que nous devons croire à nos Panthères et nous pensons que nous allons être nombreux à pouvoir applaudir, développer, recréer cette ambiance de 2012 comme on l'avait, cette communion nationale autour de notre équipe de Panthères. Monsieur le ministre, c'est votre avis personnel ou c'est l'avis du ministère? Parce que les populations veulent savoir quel est votre avis personnel en tant que troisième supporter des Panthères. Mais si vous voulez, même si c'est parce que je ne sais plus pousser le ballon, sinon moi-même je n'ai même plus les bottines. Vous savez, lorsque nous allons en compétition internationale, nous au ministère, les ministres se mettent en tenue officielle, costume, cravate. Mais lorsque nos collègues des autres pays viennent déjà avec les tenues de leurs joueurs, mais moi aussi j'aborde la tenue des Panthères. Et je suis le troisième supporter des Panthères. Et vous pensez que si je suis le troisième supporter des Panthères, ce n'est pas pour que les Panthères perdent, c'est pour qu'elles gagnent. Venons-en à votre question, Pablo. Allez jusqu'au bout, ça veut dire en finale. Vous avez dit. Vous avez joué contre le Burkina Faso en ouverture. Oui. Ce serait la troisième fois en l'espace de 3 mois. Face au Burkina Faso. Nous n'allons pas à cette compétition avec la conviction que tous les matchs sont faciles. On a vu le chef de l'État recevoir les joueurs. Quel discours il a tenu à ces joueurs? Écoutez, vous avez la réponse du chef de l'État puisque vous avez couvert l'événement. Ce que je voulais vous dire simplement, c'est que nous allons à cette compétition avec la conviction que tous les matchs sont à prendre au sérieux. Et nous prenons tous les matchs au sérieux. Je n'étais pas, sinon je n'aurais pas posé la question. Demandez à vos collègues. Mais pourquoi vous voulez me faire porte-parole d'une cérémonie dans laquelle je ne suis qu'invité? Monsieur le ministre, on va revenir à cette question. Vous êtes également acteur. Écoutez, le chef de l'État a prodigué des conseils aux joueurs et je pense que... L'essentiel du message. L'essentiel du message. Nous allons au combat. Nous allons au combat. Monsieur le ministre, je reviens sur cette question du championnat national. Alors, il y a eu trop d'argent dans ce championnat. Est-ce que, honnêtement, on se regarde dans les yeux, vous êtes optimiste par rapport à la pérennité de cette compétition? Le championnat national a connu des moments difficiles. L'évolution est en dents de scie, mais nous pensons que les joueurs, les entraîneurs et toute l'organisation autour de la LINAF a pris la dangerosité du moment et je pense qu'on va revenir à de bons sentiments. Est-ce que le ministère a le contrôle de cette compétition, monsieur le ministre? Mais vous savez... Est-ce que vous avez le contrôle, sincèrement, de la LINAF de cette compétition, la gestion de ce championnat? Vous avez la réponse dans les textes. Nous sommes le ministère. Nous organisons les politiques publiques. La mise en œuvre relève des fédérations. Pourtant, vous avez un droit de régal. Les fédérations, c'est par délégation de pouvoir. La mise en œuvre relève des fédérations et elles sont soumises aux résultats. Nous attendons leur rapport de résultats. Financièrement,
Vous ne pensez pas que le chef de l'État a été un peu trahi sur ce projet du championnat? Monsieur le ministre, dites-le sincèrement au peuple gabonais. Même en termes de gestion. Le peuple a été trahi. Le chef de l'État qui a fait le choix de professionnaliser le football. Mais c'était... Pourquoi vous dites cela? Vous avez dit qu'il faut mettre de l'argent, d'accord, et ça c'est bien géré. Comment on peut mettre un championnat professionnel? On met autant d'argent et... Est-ce qu'il n'y a pas un problème de gestion, monsieur le ministre? Mais écoutez, nous savons... Il y a une trêve aussi, aussi longue. Nous savons qu'il y a eu des arriérés. Les athlètes le disent. Il y a eu des arriérés et ces arriérés, il faut les payer. Maintenant, il faudrait que les choses reprennent. Et c'est ce qu'il faut retenir. C'est le plus important. Maintenant, la gestion, les comptes rendus de gestion, les comptes rendus d'activité, il y a d'autres lieux et d'autres organismes pour le gérer, pour les évaluer. Ici n'est pas le lieu. Ça fait 2 ans quand même. Mais il y a des, vous avez un droit de regard, il y a des organes d'évaluation qui sont mis en place. Vous n'avez rien à dire sur la question pour un championnat qui est bloqué pendant 6 mois? Alors que l'objectif, c'est de produire des joueurs compétitifs à l'équipe nationale? Pablo, vous posez des questions, donnez la possibilité au ministre de répondre, s'il vous plaît. Justement, il va répondre. Mais vous posez les questions et vous donnez les réponses. Non, non, non. Alors, que dois-je comprendre? Vous voulez que j'apprécie vos réponses ou bien je vous donne d'autres questions? Votre commentaire, monsieur le ministre. Je constate que vous évitez la question. Non. Ça me gêne. Non, 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 je n'évite pas la question. Loin s'en faut. Il faut simplement retenir que nous avons un championnat qui n'a pas démarré. Quand on est dans un problème, le plus important, c'est de savoir comment en sortir. Nous avons un championnat qui n'a pas démarré. Il faut mettre très vite les bouchées doubles pour que ce championnat démarre. Il va reprendre, oui ou non, et quand, monsieur le ministre? Il va reprendre. Quand, monsieur le ministre? Mais la réponse est à l'Assemblée générale qui va se réunir très bientôt à apprécier le niveau d'évaluation. Il y a eu l'Assemblée de la LINAF déjà. Oui, et il y a une autre qui va bien se constituer pour reprendre le championnat, n'est-ce pas? On ira d'assemblée en assemblée. D'accord, on va progressivement vers la fin de cette émission. Il faut vous le dire, vous aussi qui êtes sur le plateau, notre page Facebook explose, notre numéro de téléphone 02 75 75 75 explose également. Mais nous allons quand même prendre une toute dernière intervention de la part du public. Monsieur le ministre, lors de son allocution circonstancielle à la nation, allocution circonstancielle de Nouvel An, le président de la République, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a annoncé un certain nombre de mesures. On retient particulièrement la construction des infrastructures dédiées à la jeunesse. Nous l'écoutons et nous nous retrouvons juste derrière. En matière d'emploi et particulièrement celui des jeunes, je n'ai eu de cesse, depuis mon accession à la magistrature suprême, d'engager le gouvernement à explorer toutes les opportunités à même de donner à chaque jeune Gabonais une chance d'accéder à un emploi décent. Mes chers compatriotes, parce que j'ai conscience que les jeunes perçoivent parfois, avec beaucoup de frustration, leur quête infructueuse pour un emploi stable et décent, j'ai instruit le gouvernement de redéfinir le fonctionnement de l'Office national de l'emploi afin de le rendre plus proche des populations cibles et plus performant. C'est dans cette perspective qu'il est prévu l'implantation dans tous les prochains jours des antennes de cette structure à Ovendo, Okala, Lambaréné, Mouila, Koulamoutou et Makoko. Il en est de même du Fonds d'aide à l'insertion et à la réinsertion professionnelle qui continue à créer des opportunités pour les jeunes Gabonais à la quête d'un travail. Les politiques publiques adoptées dans ce domaine visent à mettre en adéquation nos offres de formation et d'apprentissage avec les opportunités du marché du travail, de même qu'elles encouragent un fort engagement des jeunes et des femmes pour l'auto-emploi. Et s'agissant particulièrement de la jeunesse, la pratique sportive régulière ainsi qu'un accès facilité à des espaces de loisirs participent de son épanouissement harmonieux. Connaître et apprendre sa culture, des expressions artistiques, littéraires ou scientifiques qui s'en inspirent, constituent également pour les jeunes un renforcement de leur identité culturelle. C'est pourquoi nous avions inscrit dans la politique nationale de la jeunesse la mise en place des espaces à usage mixte dénommés Maisons de la jeunesse et de la culture.
Afin d'en accélérer la construction, je prends sur moi de financer et de suivre le déploiement de ces édifices, dont un par capitale provinciale et un dans chaque arrondissement de notre capitale Libreville. Voilà, Monsieur le Ministre, le discours circonstanciel de Nouvel An, c'est un extrait du discours circonstanciel de Nouvel An du Président de la République, qui marque un point d'honneur justement pour évoquer la construction des maisons dédiées à la jeunesse. Un commentaire, comment ça va se faire concrètement? Et d'abord, permettez-moi, nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs parce que franchement, notre page Facebook explose, le numéro de téléphone aussi, mais nous avons pris vraiment une dernière réaction, Monsieur le Ministre, pour revenir justement sur ce point d'honneur fait aux jeunes de la part du Président de la République, notamment en ce qui concerne la construction des infrastructures dédiées aux jeunes. Le chef de l'État veut absolument que la jeunesse participe à la vie de la cité. C'est pour cela qu'il souhaite qu'il y ait un cadre de réflexion à cette jeunesse. Il souhaite que des lieux des jeunes, des maisons des jeunes soient construits, des maisons des jeunes soient construites dans toutes les villes du Gabon et que dans Libreville, il y ait dans les arrondissements. C'est une politique de regroupement des jeunes. Il faut que les jeunes se retrouvent, parlent et trouvent des solutions à leurs problèmes et proposent ces solutions aux gouvernants qui doivent les inclure dans les politiques publiques. C'est à ce titre que le chef de l'État a donné des instructions pour qu'une maison des jeunes au niveau national soit réalisée dans les meilleurs délais. Et là, on en a parlé au début de l'émission. Et qu'un programme de construction se poursuit dans toutes les villes du Gabon. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit qu'il va prendre ça sur lui? Il prend la responsabilité de suivre le projet et qu'il voit bien que ça va se faire, advienne que pourra. Il n'est pas question que ce projet traîne. Il a donc un droit de regard. C'est un appel lancé à la jeunesse que les projets, il y a certains qui ont des priorités et ce projet de la jeunesse serait une priorité niveau supérieur pour lequel il suit personnellement le résultat. D'accord. Pablo, Michel Mezuy. Quelle est votre fierté à la tête du ministère des Sports aujourd'hui, la fierté personnelle? Nous avons commencé par une question personnelle, on finit par une question personnelle. Mais je n'ai pas de fierté personnelle. Chacun a un challenge Je n'ai pas d'ambition personnelle. Ce n'est pas la CAN 2015, Monsieur le Ministre? J'ai un challenge personnel, Monsieur le Ministre, qui peut faire votre fierté. Je suis simplement un ouvrier au service de son supérieur qui lui donne des instructions et qui se fait le devoir de les mener à terme. Un ouvrier qui peut innover aussi. Mais les innovations sont sous l'inspiration du chef de l'État. C'est lui qui définit la politique de l'émergence et nous nous mettons en musique. Et je crois que ce qui est important de le savoir, c'est que le secteur jeunesse retient une attention particulière du chef de l'État. Et c'est quelque chose pour lequel il a un regard pointu. Pablo Mousso-Djingoma, Michel Mezuy, restez avec nous. Monsieur le ministre, on va suivre très rapidement une synthèse de la qualification des Panthères du Gabon. Ambiance autour de cette qualification. On se retrouve pour la conclusion de cette émission.
C'est le Gabon qui gagne. C'est le Gabon qui gagne. Le Gabon qui gagne. Chaque fois, c'est toujours le même message. Je leur demande de venir nombreux, soutenir les Panthères. Mais en tout cas, je sais qu'ils viendront nombreux et c'est très important aussi de sentir un grand soutien. On l'a constaté lors du dernier match ici contre le Burkina et il y a eu la victoire au bout. Donc, je leur demande juste de rester dans la même dynamique et de venir nous soutenir nombreux. Monsieur le ministre des Sports, on vous a vu esquisser quelques pas de danse. Vous dansez très bien, monsieur le ministre. Avec les Panthères du Gabon, vous êtes optimiste? Eh bien, je souhaite que tout le monde puisse danser dans un mois. Alors, nous sommes encore en janvier, voilà, nous sommes encore au mois de janvier. Quels sont vos vœux, Blaise Bembé? Et ce sera bien sûr votre mot de conclusion. Y aurait-il un message autour d'une mobilisation, une mobilisation autour des Panthères? Votre message de fin. Le message de fin, simplement indiquer à la jeunesse que depuis que le chef de l'État a été élu, il a un contrat avec la jeunesse. Il va le réaliser. Il va tout mettre pour que la jeunesse puisse trouver sa place dans la vie de la cité. Il va faire en sorte que la formation de la jeunesse puisse s'accomplir, que l'accompagnement en matière de création d'emplois, en matière de recherche de la performance puisse se réaliser. Il va tout mettre pour que la jeunesse puisse dire elle-même ce qu'elle veut faire du Gabon de demain. Parce que demain, c'est leur Gabon que nous construisons aujourd'hui. Le chef de l'État va faire en sorte que la jeunesse puisse développer cette solidarité, ce courant, cette communion nationale comme nous avons vécu en 2012 et que nous espérons vivre en 2015 avec nos Panthères. Que Dieu bénisse le Gabon et qu'il nous accorde grâce pour la finale. Voilà, Blaise Bembé, ministre de la Jeunesse et des Sports, voilà qui vient mettre un terme à ce 5e numéro de votre émission, notre émission Faire Savoir. Merci à toute l'équipe d'antenne pour la réalisation de cette émission. Merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision. À bientôt.